plus que des paroles, c'est un témoignage. Enfin, moi, je crois beaucoup à la force du témoignage. Donc, je pense que de leur parler, mais surtout de témoigner de ce que vous êtes, de ce que vous pensez, finalement de cette résistante que vous êtes, je pense que c'est ça, ça va leur donner envie. Moi, j'ai plutôt envie de dire que plutôt de faire des grands discours, il me semble que la meilleure façon d'amener les gens à venir, c'est de leur faire envie. Voilà, c'est qu'ils se disent, dans cette société où finalement on est une société où il n'y a plus de sens, enfin bon, on est en quête de sens, je pense que ceux qui sont, j'allais dire, à la fois lucides et joyeux, donnent envie. Enfin moi, c'est vrai que ça m'arrive que les gens me disent mais c'est marrant parce que tu as quand même vachement la pêche et tout. Et pourtant, c'est vrai que je bouge beaucoup et tout ça. Et je dis oui parce que j'ai quelque chose qui me porte et que ce qui me porte, c'est justement de croire, d'avoir cette espérance, de croire dans mon pays, de croire... Et donc ça, c'est quelque chose que je porte sur moi et je pense que plus nous serons joyeux, plus nous pourrons dire que nous croyons en quelque chose qui nous dépasse. Hein. Et après, il y en a qui ont la foi, il y en a qui n'ont pas la foi, mais peu importe, en fait, on n'est pas non plus obligé d'avoir la foi pour croire en quelque chose qui nous dépasse. D'ailleurs, le printemps français a pour emblème est né finalement avec Antigone, Antigone de Sophocle, et Antigone qui a accepté de mourir pour pouvoir enterrer son frère. Enfin, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais en désobéissant au roi Créon. Et parce qu'elle disait j'obéis à des lois immuables qui sont les lois immuables des dieux. Voilà ce qu'elle disait. Donc il se trouve que moi j'ai la foi, mais tout le monde n'est pas obligé de l'avoir, et on a tous la foi en quelque chose. Et donc voilà, et donc je pense que voilà comment on peut entraîner les gens. C'est pas en leur faisant la morale, c'est juste en essayant de leur faire part de ce que l'on croit. Et finalement on se rend compte que quand on parle aux gens et qu'on leur fait part de ce que l'on croit, ou de ce à quoi on croit, et ben en fait on les entraîne finalement, on les entraîne. Voilà. Il ne faut pas lâcher. Pourquoi ? Stratégiquement, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils nous disent ça, pour qu'on dise ah bah non, pas tout ça. Bon bah alors ok, on va aller là. Et c'est comme ça que petit à petit, ils ont gagné. C'est parce qu'au lieu de dire non, bah on va revenir au point de départ et on se bat mordicus sur le point de départ, sinon, ils se disent bon, ok, allez, la loi Taubira, ils sont pas contents, ils montent leurs petits muscles, parce que c'est ce qu'on a fait l'année dernière, mais on est resté quand même gros petits muscles, parce qu'on a eu beau être 3 fois 1 million de personnes, et ben on a quand même, ils ont quand même fait passer la loi. Donc ils vont sortir, ils vont dire qu'ils sont pas contents, et puis on fait quand même passer la loi Taubira, puis de toute façon on sait qu'après ils vont lâcher. Donc après on va faire la même chose avec la PMA. Ils vont pas être contents, ils vont dire on n'est pas content, on n'est pas content. Et puis ce sera passé, et puis après on va s'attaquer à autre chose, qui sera la GPA. Donc moi je dis qu'il ne faut rien lâcher, mais enfin moi personnellement, en tout cas, quand je dis on ne lâche rien, c'est qu'on ne lâche rien. Rien, c'est d'ailleurs y compris, je le dis comme ça, parce que dans mon livre l'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, je parlais déjà, il y a un chapitre entier sur le contrat d'union civile. Pour moi, lâcher à moitié, c'est tout lâcher. Ne rien lâcher, c'est ne rien lâcher, c'est tout. Donc pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que c'est quand on donne des demi-mesures que ça veut dire qu'on a déjà lâché à moitié. Et bien à ce moment-là, on ne dit pas on ne lâche rien, on dit on lâche à moitié. Comme ça, c'est la vérité, c'est qu'on lâche à moitié. Si on ne lâche rien, ben on ne lâche rien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, d'être très ancré et très ferme. Voilà. Donc, enfin bon, après, je peux vous expliquer pourquoi, si ça vous intéresse, pourquoi le contrat de nuance civile, il faut résolument être contre. Parce qu'on a l'Europe, etc. Donc, moi, d'un point de vue juridique, je l'ai étudié. Et d'ailleurs, hier, j'étais à Toulon avec
Patrice André, qui était, je crois, avec là, bon, et qui lui, avant-hier, enfin il y a 2 jours, et qui lui explique, en tant que juriste, mais moi aussi je vais expliquer en tant que juriste, pourquoi le contrat d'union civile, c'est le mariage et par conséquent l'adoption. C'est exactement la même chose, ça a juste un nom différent. Donc voilà, et puis on n'a pas, en plus on n'a pas à offrir une porte de sortie, enfin en plus je vois même pas l'intérêt, à vrai dire. Je vois pas pourquoi on offre une porte de sortie, alors qu'en plus on nous a rien demandé. C'est-à-dire qu'en fait on dit, non mais attendez, on va vous donner un... Enfin, ils ont voté la loi, est-ce qu'ils nous ont demandé à négocier? C'est-à-dire qu'en fait on leur dit, ben, en fait vous voulez pas négocier, eux ils disent, ben non, nous on veut faire la loi Taubira, on va faire la loi Taubira. Ah oui, oui, non, mais attendez, on vous donne un os à ronger. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas une stratégie, ça. C'est pas une stratégie. Vraiment pas. Mais en plus, il se trouve que, avec l'Europe, et je vais vous dire pourquoi, vous allez le comprendre très simplement. À statut égal, conséquence égale. C'est comme ça. En Europe, c'est comme ça que ça se passe. Si vous faites un contrat d'union civile qui est comme un mariage sans la filiation, puisque c'est ça qu'on veut faire, vous avez un statut qui est le même que le mariage. Donc, vous aurez obligatoirement la filiation. C'est comme ça que ça se passe. C'est obligatoire. C'est comme ça que ça se passe en Europe. Et en plus, vous dites, on va faire un contrat d'union civile. Et comme on ne peut pas le réserver juste aux personnes de même sexe, parce que sinon il y a discrimination, ça veut dire que c'est comme le Pacs, ça s'appelle un contrat d'union civile, c'est comme un mariage sans la filiation, donc c'est pas réservé aux personnes de même sexe, mais tout le monde peut s'en emparer. Sauf que si vous avez 2 personnes de sexes différents qui ont décidé d'avoir un enfant, et qui ont signé un contrat d'union civile, ben, ils vont avoir un enfant de façon tout à fait naturelle, et bien qu'est-ce qu'on fait alors? Il n'y a pas de filiation? Si, il y a une filiation. Parce que tous les 2, ils ont eu ensemble un enfant, ils avaient fait un contrat d'union civile, mais ils n'ont pas changé leur statut, ils ne sont pas mariés pour autant, ils ont fait un contrat d'union civile, et ils ont la filiation, donc ils ont un enfant. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah ben non, il n'y a pas de filiation. Donc vous voyez bien que ces gens-là, ils vont avoir un enfant, ils vont avoir la filiation. Donc la filiation, de fait, elle va exister. Il n'y aura même pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Un homme et une femme, ensemble, qui auront signé un contrat d'union civile, s'ils veulent ensemble avoir un enfant, personne ne va les empêcher d'avoir un enfant. Donc il y aura filiation de fait. Donc dire qu'il y a un contrat d'union civile sans la filiation, c'est absolument impossible. Juridiquement et factuellement, c'est absolument impossible. Bon, mais de toute façon, indépendamment de ça, parce que je pense que c'est même pas le sujet, dans ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que on est dans une idéologie qui est largement au-delà de l'histoire du mariage pour tous. Mais en revanche, la France a commencé à se lever grâce, ou à cause, moi je dis presque que c'est grâce, moi ça a permis à la France de se lever, à la loi Taubira. Donc on reste sur la loi Taubira dont on fait le point de départ, on ne lâche rien là-dessus. Et puis on a compris qu'en fait, l'idéologie qu'on voulait nous faire avaler, c'est une idéologie qui en fait est mondialiste. Et donc la loi Taubira, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est une petite pierre, c'est ce que vous voulez. C'est bien, ça correspond au réveil des Français. Mais c'était à la fois énorme et à la fois juste un morceau de cet énorme puzzle qui est cette idéologie qu'on veut nous imposer. Voilà, de cette espèce d'homme nouveau. Le traité de Lisbonne, figurez-vous, n'est pas valable. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'est pas valable. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas valable. Parce que, donc le traité de Lisbonne, vous savez qu'on avait fait un référendum, qu'on avait voté contre, et puis que Nicolas Sarkozy a fait le traité de Lisbonne et il a signé en fait, c'est-à-dire que du coup il a fait voter, et donc notre référendum a été remplacé par le traité de Lisbonne qui était exactement le même. Il se trouve que quand il y a un traité comme ça, tous les pays membres
de l'Union européenne doivent signer exactement dans les mêmes termes pour que le traité soit valable. Il se trouve que l'Irlande, à qui on a fait voter, mais elle devait voter par référendum, a voté non. Donc, un pays a voté non. Et il se trouve qu'on a refait voter l'Irlande sur un autre, avec sur un autre texte modifié. Et l'Irlande a voté oui. Qu'est-ce qui aurait dû se passer pour que ce traité soit valable pour tous les pays? Il aurait fallu, comme pour qu'un traité soit valable, il soit voté par tous les membres de l'Union européenne, il aurait fallu faire voter ce nouveau texte par tous les membres de l'Union européenne. Ça veut dire que le traité de Lisbonne, il a été voté par tous les pays moins un, avec des termes particuliers, et puis un pays qui a voté avec des termes différents. Et on n'a pas fait repasser ce nouveau texte-là, revoté par tous les pays, comme ça aurait dû se passer. Ça veut dire que celui qui a du courage, il peut dire que le traité de Lisbonne n'est pas un traité valable. En fait, le traité de Lisbonne est un traité qui est nul et non avenu. Voilà. Donc ça peut répondre partiellement à votre question, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, il suffirait, pour changer la face du monde, d'avoir de la volonté politique. Voilà. En fait, on a les outils, on n'a pas la volonté politique. On a les outils, on n'a pas l'homme. Ou on n'a pas les hommes qui auraient la volonté politique. Mais je pense qu'on peut les trouver. Moi, je vais vous dire, qui sillonne pas mal la France, hein, je fais pas mal. Je vais pas mal en France. La France est bourrée, mais bourrée de gens courageux et de gens de talent. On a juste un problème, c'est qu'on a une oligarchie, comme je vous disais tout à l'heure, on a une caste qui confisque le pouvoir. Donc de temps en temps, j'entends, bah oui, mais bon, le problème, Béatrice, c'est que, ok, Hollande dégage, très bien, mais enfin, si c'est pour avoir tel ou tel à la place, je ne citerai pas de nom, mais tel ou tel à la place, franchement. Et moi, je dis, je vous demande de faire tomber vos barrières mentales, comme je les ai fait tomber, et de vous dire, on n'a pas en France 50 personnes qui sont capables d'avoir le pouvoir. On en a beaucoup plus. On va faire tomber cette oligarchie. On va faire tomber cette caste. On va la faire tomber. Cette caste qui nous a confisqué le pouvoir. Une fois que cette caste aura dégagé, eh bien moi je vous dis qu'il y aura des gens qui vont monter, parce que s'il n'y avait pas autant de talent en France, on n'en serait pas là où on en est. On est déjà peut-être pas top, on est un peu bas, d'accord, mais on serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Parce que je peux vous dire qu'avec le gouvernement qu'on a, ou avec les gouvernements qu'on a eus depuis déjà des années, continuer à en être là où on en est, c'est qu'en dessous, on est quand même des sacrément bons. Voilà. Et je le dis. Je suis pour la non-violence. La non-violence, ça ne veut pas dire, à mon avis, la lâcheté, et ça ne veut pas dire la faiblesse. Il y a des régimes qui sont tombés dans la non-violence grâce à la désobéissance civile. La désobéissance civile, ça nécessite beaucoup de courage, parce que la désobéissance civile, ça nécessite éventuellement d'accepter d'aller en prison. Et ça, c'est pas rien. Et pas d'aller en prison à cause de la violence, mais d'aller en prison parce qu'on désobéit aux lois de la République. Pour moi, la République, ça n'est pas sacré. Monsieur Payon, lui, la République, c'est sacré. Pour moi, la République, ça n'est pas sacré. Voilà. Ça n'est pas... Terminé, parce que je ne vais pas terminer. Donc, la République, pour moi, ça n'est pas une religion. Pas une religion. Je ne dis pas que je suis forcément contre, mais je dis que ça n'est pas une religion pour moi. La désobéissance civile, c'est dire non à des lois quand sa propre conscience considère que ces lois vont à l'encontre de la dignité humaine. Ces lois, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. La loi Taubira en particulier
est une loi qui, pour moi, va à l'encontre de la dignité de l'homme, et pas seulement de la dignité de l'enfant, mais de la dignité de l'homme, parce que c'est la porte ouverte, c'est l'idéologie du genre, etc. Et donc c'est s'attaquer à ce qu'est l'essence même de l'homme. Ce n'est pas une question d'homo, d'hétéro, c'est une question d'homme et de femme. Donc la loi Taubira, pour moi, c'est une loi injuste. Si j'étais mère, je ne suis pas mère, c'est facile, vous allez me dire, c'est facile de le faire, c'est facile de le dire quand on ne peut pas le faire, mais je pense que je trouverais d'autres moyens de désobéir à la loi. Mais je pense que certains maires, et d'ailleurs il y a certains maires extrêmement courageux, je pense au maire de Font-Rombault en particulier, qui a dit « Je suis prêt à aller jusqu'au bout, je ne célébrerai pas de mariage et je demande à mon conseil municipal de ne pas célébrer de mariage. » Ça n'est pas le maire qui dit « Moi je ne célèbre pas de mariage, mais si mon copain ou mon adjoint veut bien, c'est... » Je ne le juge pas, je juge personne. Chacun fait comme il peut, chacun fait ce qu'il peut et c'est pas facile. Donc c'est des cas de conscience et personne, et moi je ne m'érige pas en juge, etc. Je dis que vous me demandez un exemple très précis. Ben, je vous donne un exemple très précis. Je vais vous donner un autre exemple très précis. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait 4, 5, 6 maires qui acceptent d'aller en prison. Vous imaginez l'exemple pour le monde entier? Et ça s'appelle de la non-violence, ça s'appelle de la désobéissance civile, ça s'appelle peut-être le moyen de faire tomber un gouvernement. Autre chose, vous êtes parents, vous allez avoir probablement des cas de conscience pour ceux qui ont des enfants. Vous avez Bruxelles, là, qui veut faire passer, vous l'avez peut-être vu déjà sur Internet, une obligation d'éducation sexuelle pour les petits. Entre 0 et 4 ans, on va demander aux enfants d'explorer leur corps. On va demander aux enfants, dans le cadre de l'école, d'explorer son corps. Entre 0, enfin 0, ils ne vont pas encore à l'école, mais dès qu'ils vont aller à l'école, à la crèche, hein, donc il y a des enfants qui vont à la crèche dès l'âge de 6 mois, 1 an, 2 ans, donc de 0 à 4 ou 5 ans, on va leur demander d'explorer leur corps. Vous imaginez le viol? Moi j'appelle ça du viol, c'est pas compliqué. Ensuite, entre l'âge de 5 ans et 9 ans, il y aura obligation d'éducation sexuelle avec ce que c'est, donc toutes les normes qui n'en sont plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de normes, l'hétérosexualité n'est plus une norme, mais on va leur expliquer et leur faire pratiquer ce que c'est que l'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité. Alors, il se trouve que moi, j'ai la chance d'avoir des enfants, je dis que j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont plus grands. Tant mieux pour moi. Mais, imaginons, pour les parents, qu'ils aillent dans des écoles, qu'elles soient publiques ou privées sous contrat, que les parents n'aient pas la possibilité de mettre des enfants dans des écoles hors contrat, parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre des enfants dans des écoles hors contrat. Vous faites quoi, vous les parents? Vous faites quoi? Ou moi je ferai quoi? Il y a une charte de la laïcité qui empêche de critiquer les programmes scolaires et qui empêche aux parents de sortir leurs enfants de ces cours. Au nom de la laïcité, ils font quoi les parents? Eh bien moi, si je suis parent, ou si un jour j'ai je ne sais pas, j'enlève mes enfants. J'enlève mes enfants de ces cours. Peut-être ça entraînera des peines graves de prison, etc. Eh bien moi je crois qu'il faut que ces parents-là aient le courage de sortir, arracher les pages. Voilà, les enfants de ça. Ça vous fait un deuxième exemple. Et ça, je peux vous dire que les sanctions seront extrêmement sévères. Extrêmement sévères. Et vous allez vous retrouver, donc là je vous donne deux exemples qui sont très simples et qui sont très clairs, et vous allez vous retrouver là de plus en plus avec des lois comme ça, qui font que votre conscience, eh ben, il va falloir qu'elle prime sur la loi. Et c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et quand vous aurez 3, 4, 5 parents qui seront partis en prison, parce que c'est comme ça que ça va se terminer, ou qui auront des amendes et qui ne pourront pas les payer, ces amendes, tout ça, ça va finir par se savoir. Parce que heureusement, on a des réseaux, on a Facebook, on a des tas de choses comme ça, qui font qu'en fait, on n'est quand même pas complètement désinformé. Et bien à partir de ce moment-là, vous allez avoir une révolte encore plus grande. Voilà.
Et je crois que on changera le monde sera changé par sa conversion personnelle. Et sa conversion personnelle, elle rejoint aussi ce que vous avez dit. Mais moi, j'y crois énormément à ça. C'est-à-dire que, et c'est un peu le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais quelle est ma place dans la résistance, etc., et quelle est ma propre place, c'est-à-dire que c'est s'interroger déjà sur la conversion de son propre cœur et de ce que l'on fait, de soi. Le monde, il change, il commence par changer parce qu'elle a par soi-même, en fait, et aussi par le regard qu'on porte sur l'autre aussi. Et c'est pour ça, quand je vous parle de non-violence, je crois que cette force spirituelle aussi, elle est absolument colossale. Elle est absolument colossale. Donc, dites-vous une chose, c'est que le mensonge est long. Le mensonge, il a fallu longtemps quand même pour arriver là où nous en sommes, que le mensonge prenne sa place. Mais la vérité, elle peut revenir très très vite. Hein. La vérité, elle peut tomber comme ça aussi. Donc moi, je ne suis pas, je suis pas particulièrement optimiste. Je pense que je suis simplement réaliste. L'histoire, actuellement, s'accélère d'une façon absolument ahurissante. Moi, je le vois vraiment, hein, parce que j'ai quand même un petit peu d'antériorité sur tout ça. Et c'est pour ça que je pense que, d'abord, tout ça, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas des autres, ça dépend de nous, ça rejoint ce que vous dites aussi, mais ça dépend de nous, ça dépend de notre volonté, ça dépend de ce qu'on décide de faire, ça dépend... c'est nous qui sommes acteurs du changement, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est chacun d'entre nous. Et si chacun d'entre nous a cette volonté et cet ancrage, ben, ça peut aller très vite, hein, ça peut aller très vite. Regardez comment est tombé le mur de Berlin. Ça a été long à se mettre en route, mais ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la résistance, là, vous n'êtes pas tombé dedans l'année dernière. Vous qui êtes là, ça fait longtemps que vous pensez ce que vous pensez. C'est pas tout d'un coup l'année dernière que vous dites tiens, non, ça fait longtemps. Donc pour ceux qui ont des enfants, vous l'avez enseigné à vos enfants. Donc ça fait longtemps. Je dis que la résistance visible, elle est apparue l'année dernière. Mais ça n'est que la résistance visible qui est apparue l'année dernière. Parce qu'il y a des gens qui se battent, et je suis sûre que, enfin moi j'en suis un exemple, mais je suis persuadée que chacun d'entre vous peut dire, bah oui, moi ça fait longtemps que je me bats contre ça. Mais je ne me battais pas de façon visible parce que je ne le pouvais pas. Mais donc ne vous dites pas que, en fait, c'est né l'année dernière, il n'y a pas de génération spontanée. Et nous-mêmes, et moi je tiens ça aussi de mes parents ou de mes grands-parents, et puis qui se sont battus, etc. Donc on est aussi dans cette génération, dans cette transmission de ces valeurs. Donc on ne peut pas dire que en fait, la résistance, elle a commencé l'année dernière. C'est pas vrai. La résistance visible a commencé l'année dernière. Donc tout ça peut ensuite aller très vite. On ne peut pas savoir. J'appelle chacun à réfléchir à sa propre façon de réagir quand il va se passer tout ça. Parce que je pense qu'en effet, quand on a affaire à des idéologues comme ça, qui, vous avez dit, des cinglés. Oui, des voyous. Des voyous. Donc je reprends ce que vous avez dit. Des cinglés, des voyous, des idéologues. Ils vont se battre avec acharnement parce que, d'autant plus qu'ils vont être de plus en plus acculés. Ça se lève en Europe, figurez-vous. Ça se lève aussi en Europe. J'étais en Allemagne, donc j'étais invitée à Berlin et j'étais invitée à Leipzig. À Leipzig, il y avait 600 personnes qui étaient venues pour un colloque et je peux vous dire que le discours que je tenais, qui était un peu différent de celui-là, mais parce que je leur demandais pas quelle était leur place dans la résistance, etc., mais je leur parlais de l'idéologie, puis je leur disais qu'on allait gagner, et j'ai vraiment eu un message d'espérance. Mais vous imaginez pas l'espoir que ça suscite. D'ailleurs, il y avait des députés russes, l'espoir que ça suscite et
Et les gens sont en train de se lever, en fait. Ce que j'appelle le printemps français, d'ailleurs je leur ai dit, tiens, le printemps allemand serait-il en train de naître? Mais je le pense vraiment, et je pense qu'il y a une espèce de printemps européen, d'ailleurs, qui naît aussi. Parce que en Italie, on a des relais qui sont importants, donc en Russie. En Espagne, on a des relais qui sont importants. En Allemagne, donc maintenant. Et donc, on a les pays de l'Est, qui sont aussi quand même, qui sont pas prêts non plus à se faire comme ça. Et en fait, la France suscite un espoir dans l'Europe qui est absolument colossal. Et alors, ce qui me fait plaisir et me donne une certaine fierté, j'avoue, c'est que, je vais vous avouer un truc, c'est que j'avais un peu honte de la France jusqu'à l'année dernière, notamment en raison de ses grèves, en raison de tout ça. Et je savais, et ma fille qui a fait une partie de ses études en Allemagne, elle me disait, maman, je suis un peu gênée parce que il y a encore des grèves en France, et en fait, les Allemands, ils se moquaient gentiment d'elle, mais la Française, là, encore, avec ses grèves et tout ça, et elle me disait, maman, quand même, c'est pas très bien, mais je dis, mon pauvre chéri, il faut que tu et donc on était un peu moqués, et c'est vrai que moi je n'étais pas toujours très fière. Et là, j'avoue que depuis maintenant que je rencontre de plus en plus de personnes et d'Européens, je commence à être super fière, quoi, vraiment. Super fière parce que je vois que, et même aux États-Unis, je suis allée aux États-Unis, même les États-Unis nous regardent avec admiration. Voilà, admiration. Et on est observé à la loupe. Alors avant, nos donneurs de leçons, la Français, pensaient toujours que la France, le pays des droits de l'homme, il n'y avait rien qui m'agaçait autant que ça d'ailleurs, c'est les droits de l'homiste, le pays des droits de l'homme, alors on se permettait de donner des leçons à tout le monde, etc. Oui. Et puis, et ben là, en fait, on se rend compte que cette fois, on est observé plutôt positivement, et qu'on suscite de l'espoir, enfin voilà, moi je sens que tout ça commence à se lever et que ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Voilà. Mais je ne mise absolument pas les difficultés par lesquelles on va passer. Parce que je pense qu'on se prépare des mois, alors je ne sais pas combien, voilà, je ne suis pas devant, mais des moments très difficiles. Et que donc, quand je parle de résistance, il y en a qui me disent « ouais, résistance, hein ». Je dis « oui, la résistance, oui, nous sommes des résistants, absolument ». Le sens des mots est travesti. Donc c'est vrai que quand on vous parle d'égalité, nous, quand on parle d'égalité de liberté, ça n'a pas le même sens que eux quand ils en parlent. Donc il y a en effet une question de culture, mais le travail est énorme. Hein. Le travail est énorme, mais je pense malgré tout que... vous savez, quand quelqu'un... vous avez extrêmement confiance en quelqu'un. Et on a tous sûrement eu affaire à... je sais pas, un pervers narcissique, enfin, je sais pas, on a toujours eu, on peut avoir eu dans sa vie avoir affaire à une personne qui est séductrice, mais qui vous ment. Donc on la croit cette personne, parce qu'on n'a aucune raison de ne pas la croire. Et puis un jour, on se rend compte qu'en fait il y avait un mensonge. Et tout se déroule. Tout se déroule. C'est-à-dire que quand la vérité commence à apparaître, ou quand on commence à tirer le fil du mensonge, ça peut aller assez vite. Or, moi je crois en l'homme, je crois que l'homme a une conscience, je crois que l'homme a une transcendance, et je crois que on est en train de nous infliger ou de nous vouloir mettre dans une matrice, ce que je disais tout à l'heure, hein, du virtuel, et que le jour où les gens comprendront
que le virtuel, ce n'est pas la réalité et qu'on leur a menti, ils peuvent assez vite, sans culture, c'est pas la peine d'avoir une culture particulière. La vérité, elle dépasse la culture. La vérité, elle dépasse la culture. Après, je ne vous dis pas que tout ça va se faire d'un coup de baguette magique. Du tout, hein. Mais honnêtement, je fais confiance au bon sens de